micro, c'est ça. Tant pis, hein. Oh là là, il est pénible celui-là. Euh, c'est allumé au moins? Cool. Mais avant de parler de tout ça, je vais quand même me présenter. C'est les joies de la captation, ça fait juste un an qu'on n'en a pas fait, hein. Je m'appelle Cédric Gatté, je fais partie des cofondateurs de Code Troopers. Comme a pu le dire notre pitre chantant là-bas, je fais aussi partie des gens qui ont monté le GDG et Tourentech. À côté de ça, maintenant je marque plus que iOS développeur parce que j'essaie de plus faire autre chose que ça. Parce que le reste, dans une vie antérieure, je faisais du Java. Et, c'est bien de ne pas en faire. Code Troopers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a des têtes que j'ai jamais vues, donc il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas quand même. C'est une micro-agence, on est 11 développeurs, on a maintenant des gens qui, on les appelle les improductifs, des gens qui vendent ce qu'on fait quand même, parce qu'il faut bien des gens pour nous vendre quand même, parce qu'on ne sait pas le faire. L'idée c'est qu'on fait du dev, on aime faire du dev, donc on fait du dev, et c'est tout, à peu près. L'idée c'est qu'on recrute, donc s'il y a des gens qui peuvent être intéressés, il ne faut pas hésiter à venir nous faire un coucou, pour essayer de savoir un peu ce qu'on peut faire en plus précisément. Comme toute presse, tout truc un peu compliqué, on va quand même parler un peu histoire, parce que c'est un peu pénible de se jeter dans la gueule du loup sans savoir pourquoi on est là. Euh, Pourquoi on est là? On va remonter quand même à la Rome antique, à César. Euh, César, en fait, il faisait déjà du chiffrement, parce que quand il voulait correspondre avec ses généraux ou d'autres personnes dont on taira le nom, il avait un petit mécanisme à lui pour envoyer des messages secrets. Bon, alors, si vous avez des enfants et qui ont des cahiers de vacances, il y a des chances qu'ils aient déjà fait ce genre de chiffrement, déchiffrement. Le chiffrement de César, c'est un chiffrement tout bête, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est un décalage de lettres. Le décalage, il n'est pas très compliqué, au maximum, il y a 26 possibilités. Et quand on voit un message chiffré par le chiffrement de César, en général, même nous qui ne sommes pas des machines, pas que, euh, on arrive facilement à comprendre à peu près ce qu'il peut y avoir dedans, parce qu'en fait, on repère les mots, on repère la fréquence de la lettre E, par exemple, donc on arrive à retourner l'algorithme. L'idée de cet algorithme, quand même, c'est qu'en -100, il avait un moyen pour faire passer assez généraux des ordres, et il avait même un dispositif physique qui permettait d'accélérer le chiffrement des chiffrements. La roue sur le côté. Certains ont joué à Monkey Island il y a très longtemps. C'était exactement le même mécanisme pour débloquer le jeu quand on avait piraté les disquettes. Un chiffrement beaucoup plus récent, on fait un gros bond dans le temps, hein. 1600. Je ne vais pas faire 25 slides sur l'histoire de la crypto parce que c'est pas forcément le thème du truc, mais c'est juste histoire de resituer. Celui-là, vous le connaissez peut-être parce que vous l'avez peut-être fait dans des études un peu plus supérieures, vous l'avez peut-être implémenté même ou vu. Le chiffrement de Wigner. Donc celui-là, il est assez marrant en fait. Donc on a un mot-clé, par exemple reach it now, qui est le message. On a notre clé qui est paille, que j'ai mis en gras. Et il est répété parce que l'idée c'est que la clé doit être de la même longueur que le message à chiffrer. Sinon c'est compliqué. Et en dessous, vu que je suis un feignant et que je n'ai pas fait d'animation pour montrer le résultat du chiffrement, vous avez directement le résultat de la version chiffrée. Mais vu que je ne suis pas si feignant, j'ai quand même fait une petite animation pour montrer comment c'est censé marcher. Donc quand on veut chiffrer cette bête-là, on prend la première lettre à chiffrer, donc le R, la première lettre de la clé, puis dans cette tabula recta, la table de vérité à droite, on va chercher l'intersection de ces deux fameuses lettres pour trouver le résultat du chiffrement. Ça pour toutes les lettres. Je vous passe les animations parce que franchement c'est pénible à faire les animations dans PowerPoint, donc j'en ai fait qu'une. Et par contre, à l'inverse, quand on veut déchiffrer, en fait, on va partir du E, qui est la... Alors, ouais, ok, j'ai triché. C'était tellement pénible d'utiliser, de superposer, que j'ai en plus pris l'avant-dernière lettre. Pourquoi avant-dernière? Parce que la dernière c'était un P, la même que la première, ça aurait fait n'importe quoi. On prend l'avant-dernière lettre, donc le E de la clé. On va chercher le S dans la colonne de la clé, donc l'avant-dernière lettre de mon message chiffré. Et on va lire en fait la ligne qui correspond, donc le O. Je ne vous fais pas l'affront, c'est pas très compliqué. Normalement, je pense que vous êtes dev, vous avez dû piger le truc. Normalement, ça va. Donc là, en fait, c'est quand même une application de chiffrement symétrique. On a une clé qui nous sert à chiffrer, une clé qui nous sert à déchiffrer. On reviendra sur le chiffrement symétrique après. On continue un peu dans le temps. On arrive à une machine dont vous avez forcément entendu parler, je pense. On est allé à l'école, on a fait des cours d'histoire, on a entendu parler d'Enigma et de nos amis les Allemands. Amis ou pas, je ne sais pas. Bizarrement, je ne vais pas vous faire le déroulé de comment Enigma fonctionne, parce que la machine est légèrement plus complexe. Il y a des rotors, 3 jusqu'à 5 rotors. Il y a des permutations, on voit avec les petits câbles à l'avant. Donc on peut permuter chaque lettre comme on veut, et en plus les rotors, à chaque fois qu'on en bouge un, ça fait bouger ses copains à côté. Donc juste
pour le côté rigolo, le nombre de permutations, c'est 10 puissance 114. Il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers connu à peu près. Donc ça fait beaucoup de possibilités pour les clés. Donc ça veut dire quand même, on a eu de la chance, ça dépend de quel côté on se place de l'histoire, de réussir à trouver une astuce pour lire les messages qui pouvaient transiter grâce à cette machine. Bon, la chance, en l'occurrence, c'était plus de l'ingénierie sociale que de la cryptanalyse. C'était plus d'intercepter les permutations pour être capable de gérer la chose. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un sujet qui existe depuis assez longtemps, qui a été théorisé il y a peu de temps, mais finalement, c'est utilisé depuis des décennies, des siècles même. Si je reprends tout ça, en fait, on peut constater quand même quelques objectifs principaux de la crypto et du chiffrement, qui vont être d'assurer la confidentialité des échanges. Donc, en l'occurrence, César, il n'avait pas envie que quelqu'un lise son message secret à son général. Que les données n'ont pas été altérées, donc l'intégrité. On veut vérifier que quand on envoie un message, finalement, c'est pas meet me at night, mais meet me at dawn. Il y a peut-être quelque chose d'important là-dedans. Et on veut pouvoir vérifier aussi l'authenticité, que c'est bien César qui a envoyé le message. Bon, en l'occurrence, quand c'était César, je pense qu'il y avait des éléments qui passaient pas. Donc ça, c'est les 3 points clés. On va essayer de revenir un peu dessus pour voir comment ça s'applique en vrai. Et avant de parler vraiment chiffrement, etc., on va parler d'une notion qui coïncide avec le chiffrement, qui est le hachage. Alors du coup, je suis nul en jeu de mots, mais j'ai trouvé qu'un singe avec U de 6, c'était quand même rigolo pour parler du hachage. Donc je me suis dit que j'allais mettre ce gif là, parce que finalement, il faut bien trouver des gifs à un moment. À quoi ça sert? Ça sert, en fait, vous en servez tous les jours, en vrai, du hachage. Par exemple, vous utilisez Git, vos commit logs, vos messages, vos commits sont référencés par un hash. Vous faites une hash map, ou une hash table, ou une map, dépend du langage que vous utilisez, pour aller chercher les valeurs par les clés. En fait, l'algorithme en dessous, il fait du hash pour aller plus vite. Parce que sinon, ça serait un peu pénible de tout parcourir. Et puis, quand vous faites du web, par exemple, pour ceux qui aiment bien ça, quand vous voulez faire du cache busting de ressources, il y a des chances que vous mettiez le hash du fichier, donc une espèce de checksum, pour vérifier l'authenticité du fichier, qui n'a pas bougé. Au passage, le faire dormir tout le temps dans les CDN, etc., et faire mourir la planète. Les caractéristiques d'un bon algorithme de hash. Alors je sais pas, j'ai mis hash avec un S là parce que je sais pas si on met hachage avec, je sais pas comment on le traduit en français là, ce mot-là, somme de contrôle, je sais pas, bref. Il doit être déterministe, ça veut dire que à une entrée correspond une sortie, ça sera toujours la même avec toujours le même algo. C'est un peu mieux parce que sinon ça servirait pas à grand chose, je pense. Il doit être irréversible. L'idée c'est qu'on peut pas revenir à la valeur de. Je crois que c'est condensat la traduction qu'on peut trouver des fois, c'est un peu bizarre comme mot. Et il doit être rapide, mais pas forcément. L'idée, c'est que le hash peut servir pour stocker des mots de passe, par exemple. Et ça peut être bien d'avoir un algo qui est lent. Ça évite l'attaque de brute force, parce que du coup, la machine elle met longtemps à le calculer, donc elle va répondre moins vite, donc on pourra essayer moins d'itérations en même temps. C'est un piège, mais Bcrypt fonctionne comme ça. Une des autres grosses caractéristiques du hash, c'est que, en fait, on a beau mettre autant de données qu'on veut dans un hash, selon l'algo choisi, la longueur sera toujours la même. La longueur est fixe en sortie. Donc comme notre ami Merlin qui met un tas de grimoires dans son sac, le sac est coupé parce que quelqu'un m'a cassé mon gif animé avant la presse, donc c'est pas le bon. Son sac ne grossit pas. Il faut voir le sac sous le vidéo proche qui ne grossit pas. Et l'autre énorme et primordiale caractéristique d'un hash, c'est ce qui s'appelle l'avalanche effect, c'est-à-dire que si on change ne serait-ce qu'un caractère, un bit de la donnée, en fait tout va changer derrière. Le hash ne va pas juste changer d'un caractère à un endroit, il va être complètement transfiguré. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait, les hash, ils sont assez importants dans tout ce qui va être le chiffrement, etc. Et donc, comment fonctionne un hash? En fait, il y a une construction qui s'appelle la construction de Merkel-Damgard. Désolé pour ceux qui parlent suédois, je suppose, parce que le A avec un angstrom, je ne sais pas comment on le dit. En fait, c'est vraiment un fonctionnement itératif. Sur chaque bloc de données, on va itérer, le réduire, calculer un hash, et on va se servir de ce hash pour calculer l'itération suivante, jusqu'à temps d'avoir le hash terminal. Cette construction itérative, on va la retrouver pour les hash, mais on va la retrouver aussi pour tous les algos de chiffrement, quasiment. Donc là, je vous parle de hash, etc. Je pense que vous avez tous en tête un algo qu'on connaît, MD5, quoi, qui est cassé, ultra cassé, hein, il ne faut plus l'utiliser. J'en parle quand même, parce que c'est bien de connaître le nom. Je pense que tout le monde le connaît, mais dans le doute, on ne sait pas. Donc je vous ai mis un petit exemple du hash de Hello World.
l'idée de MD5, c'était quand même de fournir un service qui permettait de faire ça en 91, il y a 30 ans. 30 ans après que ça soit cassé, ça reste à peu près logique. Bon, il a été cassé un peu avant, en 2004 il était déjà cassé. Ça commence à faire un peu. Maintenant, avec les CPU et les GPU qu'on a, on peut faire une attaque de brute force, donc on peut aller calculer tous les hash, comme des bœufs, pour aller trouver la bonne réponse. Mais il y a aussi une technique qui s'appelle les rainbow tables, c'est bon à savoir parce qu'en fait, ce mécanisme, il ne s'applique pas que forcément à MD5. Donc le rainbow table, c'est du précalcul de hash. Un autre algo que là, vous utilisez tous les jours, je pense, c'est le SHA-1. Vous l'utilisez tous les jours parce que si vous utilisez Git, vous l'utilisez, malgré vous. Vous n'avez pas vraiment le choix en fait. Vous pouvez, mais vous n'avez pas vraiment le choix de changer pour l'instant. Il est cassé quand même, donc il y a une attaque qui s'appelle Shattered, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettait de créer une collision sur des fichiers PDF. Donc en gros, il y avait deux fichiers PDF identiques, mais non, parce qu'en fait le SHA était identique, le SHA-1 était identique. Mais dans un, il y avait, je crois que ça va être une promesse de loyer, quelque chose comme ça. Et dans un, c'était le loyer à 100 $ et dans l'autre, c'était le loyer à 2000 $. Même SHA-1, donc même signature, donc même fichier, en fait non. Donc l'attaque, le site chatter donne l'exemple et permet de vérifier si notre fichier est corrompu. C'est assez intéressant. Donc il faut savoir que ça servait aussi dans le SSL. Ça servait, mais ça a été décommissionné à partir de 2014, d'abord par Google et puis par Firefox en 2016 et par le dernier de la classe en 2017. Vu que c'est cassé, ça posait de gros problèmes dans l'authenticité des échanges et dans l'interception des échanges. Quand je disais vous utilisez Git, vous l'utilisez, en fait dans Git vous pouvez utiliser SHA-2, qui est la suite de SHA-1, forcément. Celui-là, a priori, n'est pas cassé. Je dis a priori parce que de toute façon, on ne peut jamais vraiment savoir, mais il n'est pas cassé. Et dans Git, vous pouvez utiliser SHA-2 256. L'idée, c'est que le support il est expérimental et que genre même GitHub n'implémente pas côté serveur le SHA-256. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a peu de gens qui l'utilisent. Et pour le cas de Git, c'est pas forcément très grave que le SHA-1 soit cassé. Par contre, SHA-2, vous l'utilisez partout parce que tous vos certificats TLS utilisent ce genre de chiffrement-là. Et il y a même un petit rigolo qui s'appelle Bitcoin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je suis obligé en fait quand même de glisser un peu de trucs sur les crypto-monnaies parce qu'il y a marqué crypto à un endroit dans le titre, donc je suis obligé de mettre des petits mots. Donc Bitcoin se sert de SHA-256 aussi, en partie, pour tout ce qui est preuve de travail. Mais en fait, on connaît déjà le remplaçant de SHA-2 parce que la NSA et le NIST se sont dit oh non mais en fait il sera cassé un jour ou l'autre, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, ils ont lancé un concours carrément pour lancer SHA-3, qui en fait s'appelle donc Kitchak. Son nom c'est Kitchak, on prononce ça comme ça, je ne savais pas du tout comment le prononcer, c'est assez marrant. L'idée là, c'est que le fonctionnement de Merkle-Damgard dont je vous parlais tout à l'heure, c'est plus du tout le même. On n'utilise pas ce fonctionnement-là, maintenant on fait des fonctions éponges. Donc plutôt que de réutiliser les résultats en les étendant, en fait on va plutôt les raccourcir. Je passe sur les détails techniques parce qu'il n'y a pas de maths. Et là pour le coup sans les maths c'est un peu compliqué à montrer. Et le Kitchak sert dans Ethereum. Donc pareil, une autre petite crypto un peu à la mode, qui va pas très bien cette semaine. Voilà, donc ça c'est mon tour très rapide des algos de hachage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça va? Est-ce que vous saviez déjà? Est-ce que vous vous êtes ennuyé? Il faut le dire, il faut crier. Tout à fait. C'est aussi pour ça que c'est problématique le côté NSA dans tout ça. On va vraiment parler un peu cryptographie. On va parler du fameux chiffrement symétrique. On va essayer de faire la version simple parce que je pense que tout le monde a à peu près compris le truc, mais on va quand même refaire un petit schéma pour voir. Donc on a notre pote Jar Jar qui va envoyer un super message à Amidala. Donc il a sa clé et puis il va signer un message, donc il va avoir du contenu chiffré au milieu. Et Amidala, en utilisant la clé de Jar Jar, va être capable de récupérer le contenu de ce message. Jusque-là, rien de compliqué, je pense que la clé, ça peut être un password, ça peut être toto, ça fonctionne. C'est du chiffrement symétrique. Bon, il y a des trucs un peu plus compliqués que juste toto. Il y a un algo qui s'appelle par exemple le DES, donc Data Encryption Standard. Donc là, les clés sont de longueur fixe, 56 bits, on n'a pas le choix. C'est cassé. C'est bien cassé.
En 2018, par exemple, en fait, avec 6 GPU un peu haut de gamme, en 2 jours, on cassait le DES. Donc ça veut dire que une boîte un peu mal intentionnée qui a quelques centaines de milliers de serveurs, elle ne mettra pas très longtemps du tout à casser un algo comme ça. Donc il ne faut plus l'utiliser, globalement. Mais il n'est plus vraiment utilisé. Dans ses copains, il y a le triple DES. En fait, alors je ne sais pas comment fonctionnent les gens qui font des algos là-dessus, les algos de chiffrement, je pense qu'ils sont balèzes en maths quand même. Et ils se sont dit, on va faire 3 fois du DES, comme ça va être quand même plus sécure. Et en fait, au final, ça l'est. Mais c'est assez bizarre parce que c'est pas vraiment 3 fois plus lent, mais c'est un peu plus lent. Et quand on regarde l'implémentation de triple DES, on peut faire du chiffrement, déchiffrement, chiffrement. En fait, c'est 3 phases de DES. Et on peut passer par des étapes de déchiffrement au milieu pour recommencer à chiffrer. J'ai pas tout compris, j'ai essayé de comprendre, mais je me suis vite arrêté. Parce que c'est quand même un peu lourd comme lecture. Je préfère Dora. Ça a été cassé en 2018 par des gens de l'INRIA. Bon, ils l'ont cassé assez rapidement, ils ont juste eu besoin de capturer 750 Go de trafic sur OpenVPN et ils ont réussi à casser tout ça. L'attaque depuis elle a été un peu affinée et avec 25 Go a priori on y arrive. L'attaque s'appelle Sweet 32. À chaque fois je mets les noms des attaques pour que si vous êtes intéressé vous puissiez aller voir un peu comment ça se passe. Et je parlerai pas de tous les algos, je vous rassure, je vais pas faire des slides avec que des algos, c'est un peu chiant. Et le petit dernier AES, alors le petit dernier dont je vais parler, parce que c'est pas le petit dernier qui existe. Vous en avez forcément entendu parler, vous l'avez certainement utilisé, vous l'avez peut-être souffert aussi, mais bon, c'est comme ça. Celui-là, il est utilisé un peu partout en fait, clairement. On peut choisir la longueur des clés, sachant qu'à partir de 192 bits, la NSA dit top secret. En gros, le niveau top secret pour la NSA, c'est AES 192. Donc si vous faites de l'AES 256, power de top. Après, il y a d'autres algos, Blowfish, qui peut utiliser dans OpenStash, etc., mais je ne peux pas en parler. Par contre, le principe de fonctionnement de tout cela, c'est toujours à peu près le même. En fait, on va transposer les données dans une matrice qu'on va remplir avec du vide s'il faut, ou du vide pseudo-généré. Pas vraiment des zéros, on va faire du random. Le truc que les ordinateurs savent très bien faire, random. Puis on va faire des XOR. En fait. Vous vous rappelez de vos cours d'électronique, où on faisait des ou exclusifs, ou vos tables de vérité, quand vous avez fait tous les théorèmes sympas là. Ben, en fait, on va juste faire du XOR et du XOR et du XOR. Et on va générer des clés à chaque itération. Et en fonction de la longueur des clés, l'algo va être un peu différent, forcément, il n'y a pas que d'XOR. Mais le principe de base reste ça. On va faire des ou exclusifs, et par mutation, on va réussir à chiffrer un message, et quand on fait le chemin inverse, la propriété du XOR est intéressante, parce que là, il va nous redonner exactement le message d'entrée. Donc si on se redit ça, en fait, ils sont en sécurité, quoi. Tout va bien. Ils ont fait de la ES 256, plus que top secret. Ils se sont envoyés un message. Elle a pu lire ce que voulait lui dire Jar Jar, sûrement quelque chose de très très intéressant. Par contre, du coup, il reste quand même un problème, c'est que comment ils ont réussi à échanger leurs clés. Est-ce qu'on est sûr que personne d'autre la connaît? Comment Amidala sait que c'est Jar Jar qui a envoyé le message? Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas là. Dans ce que je vous disais au début, c'est un peu le flou. C'est la même chose que César là. Du coup, on va quand même aller parler de chiffrement asymétrique, de crypto asymétrique. Là, ouais, je pense que vous attendiez tous un moment où j'allais dire ce truc-là, parce que c'est un peu le truc évident. Ou à clé publique, on peut dire aussi, chiffrement par clé publique. Le principe, c'est donc clé publique, clé privée, paire de clés. Dans pas mal d'implémentations, en fait, clé publique et clé privée, on peut les interchanger. C'est juste leur nom. Mais en fait, l'une dérive de l'autre. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Comment ça va marcher ce coup-là pour mon exemple avec Jar Jar? Il va chiffrer, son message avec sa clé publique. Puis Amidala va être capable, avec la clé publique d'Amidala, puis Amidala va être capable de le déchiffrer avec sa clé privée. Jusqu'ici tout va bien, je pense. Elle peut faire dans l'autre sens. Amidala peut chiffrer avec sa clé privée et envoyer un message que Jar Jar pourra ouvrir avec sa clé publique. Ça va, c'est pas trop compliqué. Si on veut aller plus loin, donc on prend cet exemple où Jar Jar envoie ce fameux message à Amidala. Vu qu'il le signe avec la clé publique d'Amidala, notre pote Django, Mando, vous l'appelez comme vous voulez, en fait il a le bec dans l'eau, il peut rien faire. Il voit passer un message, mais il l'a intercepté, notre fameux man in the middle. D'habitude c'est Alice, Bob et Yves. Je trouve que c'est un peu plus rigolo de changer un peu les prénoms. Lui, en fait, il a récupéré un message, mais il peut rien en faire.
Par contre, ce qui peut être assez rigolo, c'est que s'il connaît la clé publique, bah, il peut envoyer un message à Amidala et elle ne saura pas que lui aussi il veut communiquer avec elle. Il ne saura pas si c'est Jar Jar ou pas. Si on reprend ce scénario où Amidala envoie un message, seul Jar Jar pourra le déchiffrer, mais en fait, Django aussi. Donc le message très secret de viens, on va se retrouver sur Naboo, pas top quoi. Donc on voit qu'il y a un. On ne sait pas exactement dans quel sens faire les choses. Il y a un moment où en fait on est capable d'être sûr de qui envoie le message, qu'il n'a pas été modifié, et puis il y a un autre moment où on voit qu'il peut être intercepté par tout le monde. En fait, on n'arrive pas à cocher toutes les cases en même temps. Être à la fois en confidentialité, garantir l'intégrité et l'authenticité, c'est un peu compliqué. Du coup, quand on veut faire ça, on va essayer d'aller un peu plus loin, et on va dire que Jar Jar, il va générer aussi ses propres clés. Donc on va faire un truc un peu tordu, c'est qu'on va dire que Jar Jar chiffre avec la clé publique d'Amidala, puis il surchiffre avec sa clé privée. Donc ils ont un beau message double chiffré. Et donc Amidala, elle va pouvoir déchiffrer avec la clé publique de Jar Jar, le premier package, puis le déchiffrer son message, le message qui lui est destiné avec sa clé privée. C'est un peu plus tordu là. Vous êtes d'accord? Là, on est en train de remplir un peu plus les cases pour tout avoir. Et donc ça veut dire que notre pote Django, bah, il va réussir à passer un niveau, un rideau. Mais il y aura le deuxième qui va le bloquer parce qu'il va lui manquer une clé privée quand même. Donc là, on est pas mal. Parce qu'en fait, on arrive à avoir un message qui va être double chiffré, qui coche toutes les cases. Ça va juste être un peu lourdingue. Pour mettre en place toute cette machinerie de chiffrement, on va avoir... Ah, reviens en arrière, toi. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas où je suis. Je me suis perdu. Désolé. Je vous ai spoilé. Je sais même pas où je suis en fait. Si, c'est bon, je rattrape. Désolé. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Ça, je vous l'ai dit. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez revenir sur les slides au passage. Et je crois que c'est clair. Peut-être. J'ai dit c'est clair et la salle derrière vous c'est éclairé, c'est hyper flippant. Donc je disais que pour implémenter tout ça, il va y avoir différents algos. Il va y avoir le DSA, qui est en phase de déclin concrètement, qui sert en fait, mais pas sous sa forme DSA pure. Et le RSA, que vous avez forcément vu aussi et entendu, par le nom de ces auteurs, hein, Rivel, Adelman, et j'ai mangé le troisième. Quelqu'un là? Ah, vous n'êtes pas drôle. Vous n'êtes pas drôle parce qu'en plus, il était dans mes notes de slide, mais celles-ci aussi ont disparu. Donc ça sera à réparer pour la semaine prochaine. Prenez des notes pour me le dire après. Si vous voulez aller plus loin, il y a quand même un truc, je disais que le DSA servait plus. En fait, tout se base sur la factorisation polynomiale, surtout la factorisation polynomiale des nombres premiers. Et en fait, DSA comme RSA peuvent servir aussi avec des courbes elliptiques. Je ne rentrerai pas dans le détail des courbes elliptiques. Mais il faut savoir que ça existe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez creuser un peu crypto, courbe elliptique, et c'est super drôle. Je vais vite, hein, mais il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Je ne sais pas s'il y a des trucs que vous vouliez revoir, vous vouliez discuter. Tout va bien. Donc là, on voit, on a des algos symétriques, des algos asymétriques. C'est cool. On s'échange des clés ou pas. Comment on fait pour s'échanger les clés? En fait, c'est un peu ça le truc. En fait, je vais revenir quand même sur un autre sujet qui va être... c'était un peu compliqué ce double chiffrement. Pour être sûr de qui envoie le message. On peut peut-être trouver une meilleure solution. En fait, il y a une solution qui est un peu plus utilisée, et qui est un peu plus souple, et un peu moins lourdingue, qui va être d'utiliser la signature par des hash, justement. En fait, Jar Jar, ce qu'il peut faire sur son message, il peut ajouter un hash qu'il va signer avec sa clé privée. Donc il va créer ce hash qui correspond à un checksum, j'aime pas dire checksum, mais on va dire checksum, qui correspond au hash du fichier, savoir ce qu'il y a dans le fichier qui ne va pas être altéré. Ensuite, il va chiffrer, classiquement, puis il va envoyer à Amidala. Amidala, elle va être capable de vérifier, grâce à la clé publique de Jar Jar, que la signature est bonne, et donc qu'il s'agit bien de son meilleur pote.
Ça veut dire que si Django essaie de faire pareil, bah, il ne pourra pas, parce qu'il n'a pas la clé privée. Il ne pourra pas non plus déchiffrer, il ne pourra pas non plus modifier un contenu du message, parce que s'il modifie le contenu du message et qu'il le renvoie avec la clé publique, le hash sera différent. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas passer. Ce mécanisme-là, en fait, il s'appelle principalement HMAC, il s'appelle aussi AEAD. Vous l'avez sûrement vu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font du JOT. Et en fait, on en a partout dans le JOT. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand on commence à regarder le nom des choses, il commence à y avoir des tirets avec HMAC, SHA-1, HMAC, SHA-256. En fait, plus ça va, plus les acronymes commencent à devenir longs. Et c'est le côté un peu rigolo de la crypto, c'est qu'on finit par avoir des trucs très longs pour dire quelque chose. Je vous ferai un exemple après pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est très facile à comprendre, mais il faut un peu creuser. Donc l'idée, c'est de faire une combinaison entre un hash et une clé. Après, en fonction de l'implémentation qu'on veut, on peut choisir de faire un hash puis de chiffrer. On peut choisir de chiffrer puis de faire un hash de tout et de rechiffrer. Il y a plusieurs solutions. Donc dans l'idée, on peut réussir dans le chiffrement asymétrique, justement. Florian, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, il y a quelqu'un avec des béquilles derrière. Dans le chiffrement asymétrique, on arrive du coup à trouver une autre solution qui permet de s'assurer des trois fameuses cases, sans avoir besoin de passer par une double signature qui serait un peu lourdingue. Un double chiffrement, pardon. Là, j'ai refait un checkpoint, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de checkpoint. Il faudra que j'en enlève un, à part si quelqu'un a envie de checkpointer. On a quand même vu qu'il y avait un petit souci dans tout ça, c'est que je parle à chaque fois de il utilise la clé publique, elle utilise la clé publique, elle utilise la clé, mais en fait on ne sait pas comment ils se sont passés les clés. Alors peut-être qu'ils sont très forts et qu'ils arrivent à passer physiquement par la main un post-it où il y a marqué les 40 caractères de leur clé, et ça a l'air un peu pénible. En fait, il y a un truc qui s'appelle quand même l'échange de clés, mais l'échange de clés, il faut que ça reste quand même assez secret, parce que si on l'échange de façon trop publique, ça va peut-être être compliqué, je sais pas en fait, je sais pas comment faire. Si c'est une clé symétrique, comment on va faire en sorte de l'échanger Est-ce qu'on peut crier dans la rue qu'on va échanger une clé? C'est pas terrible. On peut utiliser une technique qui est l'échange de clés RSA. Alors je vous préviens tout de suite, depuis TLS 1.2, on fait plus ça. C'était trop lourd. L'idée, c'est de remplacer le fameux message que j'avais tout à l'heure double chiffré par un message qui est en fait une clé. Plutôt que d'envoyer un contenu binaire qui est Meet me at night, en fait ça va être ma clé. On a toujours le même problème, il faut vérifier les clés publiques, etc. Mais le contenu, ça va être une clé symétrique. Donc là, on va réussir à échanger cette fameuse clé symétrique d'une façon sécure. Il y a un autre algo qui, lui, est beaucoup plus populaire, que vous avez sûrement vu, qui est nommé après ces deux créateurs, Diffie et Hellman, qui permet de l'échange de secrets, mais en fait, on n'échange pas le secret. Le secret va être créé de chaque côté. On se met d'accord sur des paramètres, et on va être capable de générer le même secret des deux côtés. J'ai dit que c'était sans les maths. Je triche parce qu'il y a des plus et des égales dans ce slide. Mais j'ai pas mis les puissances. Parce que normalement, c'est on élève à la puissance et on fait des modulos. Je ne l'ai pas mis. Donc il n'y a pas la partie mathématique vraiment, mais il y a quand même des plus. Et l'exemple, c'est l'exemple qui est repris partout quand on veut expliquer Diffie-Hellman sans parler de maths, c'est avec des couleurs. En fait, ils ont une couleur commune au début, que ce soit Jar Jar comme Amidala. En l'occurrence, du jaune. Après, ça dépend du vidéo proche. Là, c'est bien jaune. Jar Jar, il a sa couleur secrète qui est rouge. Il va la mélanger au jaune et ça va faire du orange. Jusqu'ici, tout va bien. Faut pas m'en vouloir si les mélanges de couleurs sont pas bons, par contre. Amidala, elle a sa couleur qui est indéfinissable, bleu, cyan, quelque chose. Ça va faire du vert. Normalement, je crois qu'en peinture, j'étais pas super fort, mais je dois être pas trop mal sur le mélange pour l'instant. Donc là, pour l'instant, la seule chose connue de tous, c'est le jaune. Ensuite, ils vont chacun s'échanger le résultat de leur premier calcul, leur premier mélange. Donc, Jar Jar envoie le orange à Amidala, et Amidala envoie le vert à Jar Jar. Et en fait, ce que Jar Jar va faire, il va remélanger avec du rouge, sa couleur privée. Et Amidala va faire exactement la même chose, elle va mélanger avec son bleu. Et au final, ils vont obtenir tous les deux du gris. Taupe, je suis bête. Taupe. Et donc, en fait, ils ont créé, tous les deux, le même secret, avec en fait une information commune à la base et un échange d'une information au milieu.
Quelqu'un qui est extérieur au système ne peut pas deviner le rouge ou le bleu. Diffie-Hellman, ça fonctionne comme ça. La preuve mathématique, elle est assez simple à lire, même si vous n'êtes pas fort en maths. C'est juste le calcul sur les exposants. Donc si vous voulez vérifier, je vous conseille d'aller vérifier. Oui. Ouais, bah, parce que là c'est un exemple avec des couleurs, donc c'est assez facile. Mais est-ce que tu auras exactement la même nuance de bleu à mélanger? Là, je te prends l'exemple avec des couleurs. Je suis d'accord, c'est très simple avec des couleurs. Mais non, normalement c'est qu'une seule opération, mais tu as des clés qui sont dérivées. Tu as des randoms et tu as des facteurs que tu génères avant. Mais le mélange, il est comme ça en fait. L'idée c'est de mélanger et de réussir à créer un secret, à forger un secret. Après, bien sûr, c'est forcément schématisé et forcément simplifié. Mais l'algo, il est super simple et la preuve mathématique, elle est super simple à lire, même si vous n'avez pas fait des grandes études en maths, c'est très simple, vraiment. Tout ça, en fait, ça se base sur le problème du logarithme discret. En fait, c'est très simple d'élever des chiffres à une puissance, mais c'est très compliqué de les descendre en logarithme, de trouver les produits en dessous. Voilà. J'ai pas parlé de maths, j'ai mis des plus et des égales, mais j'ai quand même utilisé des mots-clés en maths, je suis désolé. Mais c'est le seul slide un peu pas cool. Si vous n'êtes pas convaincu, allez lire l'article Wikipédia. Une bonne source de données maintenant, Wikipédia. Bon, je vous saoule un peu. On va essayer de parler un peu de trucs pratiques de quand je suis derrière mon clavier et que je ne comprends pas ce que je fais. On va essayer de reprendre un peu la base de qu'est-ce que c'est un certificat. Parce qu'en fait, quand on parle de chiffrement, cryptographie, hachage, etc., dans notre vie de tous les jours, de développeurs, développeuses, au final, on va manipuler sûrement des certificats. Parce qu'on fait du développement Apple, donc on a des certificats de signature pour les applis. Parce qu'on fait du web et donc on va passer au travers de SSL, des choses comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un certificat? Bah, vous avez un passeport ou une carte d'identité qui contient pas mal d'informations sur vous et il est tamponné du sceau de la préfecture pour votre carte d'identité, par exemple. Puis après, bah, donc c'est une carte d'identité française, donc bah, c'est approuvé par la France. Donc il y a déjà des notions, en fait, quand on essaie de faire le parallèle. Vous avez votre carte d'identité, votre certificat client, qui va être tamponné par la préfecture, une espèce de certificat intermédiaire, puis par une autorité de certification, la France. En fait, vos pièces d'identité sont exactement les mêmes qu'un certificat pour un serveur. La subtilité d'un certificat quand vous allez le distribuer dans vos browsers, etc., c'est que le browser connaît le papa, l'autorité de certification. Il ne va pas connaître tous les certificats en dessous, il s'en fiche. Il va juste connaître la certification principale, et après il va être capable de descendre en vérifiant, parce qu'en fait quand je vous disais que c'était comme une carte d'identité, dans votre carte d'identité il y a votre nom, prénom, bon, il y a un code barre là, en bas pour dire, bah, un certificat SSL il va avoir le nom du site, puis une signature de ce certificat, le hash, le fameux hash dont on parle depuis le début. Et en fait, de proche en proche, le browser va être capable, en vérifiant le hash du certificat intermédiaire puis du certificat client, pouvoir s'assurer que personne. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Par contre, il y a des petites choses à savoir quand on parle de PKI, autorité de certification, X509, etc., qui sont les vrais termes qui sont derrière. Je vous invite encore une fois à vous documenter plus. Le talk fait 40 minutes normalement, donc il faut dropper. La notion de Certificate Revocation List, CRL, elle est hyper importante. Ça veut dire qu'on peut dire que ces papiers d'identité ont été volés, globalement. Et l'autre notion, c'est la notion de type de certificat. Il faut savoir que tous les certificats SSL ne sont pas égaux du tout. Genre Let's Encrypt, bah, ça fournit qu'un type de certificat, pas tout. Il y a des Domain Validation, Extended Validation et Organization Validation. Plusieurs niveaux, avec plusieurs politiques de sécurité. Il y a des choses qui ne sont pas automatisables aussi, du coup. Juste pour reprendre quand même ce côté SSL, qu'est-ce qui se passe dans votre browser quand vous regardez le truc? Bah, en fait, on a exactement la chaîne de certification dont je vous parlais. Là, j'ai pris un site quasiment inconnu, qui du coup obtient sa signature du certificat intermédiaire qui s'appelle GTSCA, puis obtient la signature depuis une entité de certification racine qui est, elle, GTS Root. Donc ça, c'est l'arbre basique d'un certificat. Après, quand on essaie de regarder un peu ce qu'il y a dedans, quand je vous disais votre carte d'identité, elle a votre nom, prénom, date de naissance, etc. Bah là, c'est pareil. En fait, quand on regarde un petit peu plus, on va voir toutes les informations de l'organisme qui a émis le certificat. Donc là, en l'occurrence, on a
on sait que c'est GTSCA, donc papa, qui a émis, et il a signé avec du SHA-256 et RSA. Donc en gros, c'est que des termes que j'ai utilisés un petit peu avant, donc normalement on est un peu plus en terrain connu qu'avant, on se dit ok, je vois à peu près comment ça s'architecture. Il y a des dates de validité, comme votre carte d'identité, même si c'est actuellement un peu compliqué. Et il y a tout ce qui est contenu dans la fameuse clé publique qui est dans le certificat, l'empreinte de certificat, et même son algorithme. Donc là, en l'occurrence, je vous parlais tout à l'heure des courbes elliptiques, qui était un sujet assez intéressant. Et bien en l'occurrence, c'est SecP256K1 qui est utilisé ici, qui est une des courbes qui est dans Bitcoin aussi, au passage. Pourquoi ça? Parce que Google a décidé que son certificat serait signé avec cet algo-là plutôt qu'un autre. L'autre contenu de ce fameux certificat SSL, ça va être tous les noms de domaine auxquels il est capable de répondre. Donc là, on voit qu'il y a des petites subtilités, il y a des enregistrements wildcard, hein, c'est l'étoile, et on voit que Google se sert d'un certificat pour servir pas mal de sites. Je n'ai pas tout mis parce que ça ne tenait pas. Vous le savez sûrement, mais c'est toujours bon de le savoir, enfin de le revoir ou de le remontrer, que le certificat peut montrer toutes ces infos-là. Donc si vous avez un petit problème de hostname qui n'est pas le bon, c'est peut-être bien de pouvoir aller voir un peu ce qui se passe dans le certificat qui vous a remonté. Et l'autre partie qui va en fait avec, quand vous utilisez votre browser, donc là en l'occurrence c'est une capture de Chrome, mais Safari et Firefox font à peu près la même chose, c'est qu'on est capable de savoir comment a été établie la connexion SSL, TLS. En l'occurrence, donc on a le certificat au-dessus, et on a plein d'infos. On sait que le site là utilise Quick. Bon, Quick c'est HTTP3, c'est poussé par Google, donc c'est pas trop étonnant que Google utilise son propre protocole dans son browser. On voit qu'on utilise du chiffrement elliptique. Donc en fait, x255-19, c'est une courbe elliptique. C'est 2 puissance 255 moins 19 le paramètre. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, on voit le méthode de chiffrement symétrique qui est utilisé. Donc AES 128, GCM. Pourquoi GCM? On peut parler de GCM. Non, en fait, je sais, je n'allais pas en parler parce que c'est trop long. GCM, c'est Galois Counter Mode. C'est une façon de remplir. Quand je vous disais que le padding, il était aléatoire tout à l'heure pour avoir les messages de la même longueur que les clés, etc. Le padding, l'aléatoire en informatique, on sait que c'est une notion qui est super sympa. Donc il y a des algos qui permettent de faire de l'aléatoire un peu plus sympa et de padder de façon un peu plus sympa. Celui-là, en l'occurrence, c'est un algo qui permet de padder. Si je reprends, quand je vous disais qu'on a des chaînes un peu rigolotes quand on regarde la négociation SSL, je n'ai pas fait de Wireshark et tout pour vous montrer comment ça se passait, l'échange SSL, le protocole et tout, parce que c'est un peu lourd et j'ai pas beaucoup de temps. L'idée, c'est qu'on va avoir des chaînes comme ça qui vont se balader. Là, c'est pour du TLS, mais en fait, si on essaie de les décortiquer, c'est hyper simple. Donc ça, en fait, c'est le protocole d'échange de clés. Ce que ça veut dire, là, en fait, ça veut dire elliptic curve, Diffie-Hellman, ephemeral. Je reviendrai sur le ephemeral un tout petit peu après. Compréhensible, en fait. Après, là, donc c'est du DSA, comme je disais, mais pareil, elliptic curve, DSA. Donc ça, c'est pour l'échange des classes symétriques. En gros, on va faire du Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, il va être mélangé avec des courbes elliptiques, et au passage, on va utiliser DSA en dessous, avec des courbes elliptiques aussi. Ensuite, quand on fait tous nos échanges symétriques entre serveur et client, on va faire de la ES128, GCM avec ce mode de padding là. Il y a CTR par exemple qui existe à la place de GCM. Et enfin, on va vouloir signer et vérifier tout ça. Donc on va faire du SHA-256 pour tout ce qui est signature de nos échanges. À partir de là, en fait, on est capable de voir, juste avec, c'est pas une phrase, c'est une suite de lettres, comment vont échanger nos clients et notre serveur. Donc quand vous configurez votre serveur et que vous voulez mettre la suite de CipherMod, en fait, vous êtes capable maintenant de comprendre un peu ce qui peut se passer. Si je reprends mon message du début, normalement, il y avait un truc qui était obscur, deux trucs, il y avait le SHA-256 et le ECDSA. J'ai expliqué les deux. J'ai 100% de complétion sur les trucs. Vous n'avez peut-être pas compris, c'était peut-être évident de base, mais normalement, je suis content, j'ai à peu près le truc. L'idée, c'est quand même d'aller un peu plus loin, d'essayer de trouver le mot magique pour voir un peu comment peut marcher toutes ces histoires de chiffrement. Vous vous doutez bien que sans les maths, je ne peux pas vous donner beaucoup de pointeurs, beaucoup de trucs très intéressants, beaucoup de trucs très évolués. Mais j'ai essayé. Et quand j'ai essayé, je peux vous dire que j'ai parcouru un paquet de trucs. J'ai parcouru pas mal de liens. Le premier est super cool. Vous connaissez sûrement les listes des awesome sur GitHub, où il y a des awesome pour tout. Il y a un awesome cryptographie avec des articles dans tous les sens. C'est un nid d'idées incroyable et un nid d'explications incroyable.
Il y a 2 sites de Mozilla qui sont hyper intéressants. Le premier, Observatory, permet en fait de tester le niveau de son site au niveau SSL, etc. Ce site-là, en fait, il sort un check-up, mais en fait, il va aussi consulter potentiellement des sites third party, genre Qualys SSL Labs, etc., pour avoir un niveau de qualité de SSL, pour savoir comment on l'a configuré, est-ce que tous les clients pourront y parler ou pas. Surtout maintenant qu'on commence à avoir moins de terminaux mobiles qui parlent des vieux SSL et qu'on est moins bloqué, on peut commencer à monter nos configurations. Et justement, monter nos configurations, SSL config de Mozilla permet de générer des fichiers de conf avec les cipher modes par rapport à ce qu'on veut. Je veux plus de IE, je veux plus d'Android 5, et du coup, il va générer exactement ce qu'il faut avec son serveur, Nginx, etc. Et enfin, une vraie mine d'or si vous voulez comprendre l'AES. Le dernier lien, il est top. Il est un peu long à lire, mais en fait, vous connaissez les trucs avec des stickman. En gros, c'est une petite histoire, on peut s'arrêter à chaque étape, il y a plusieurs étapes. Soit on veut s'arrêter rapidement dans la crypto, soit on veut aller plus loin pour comprendre l'AES. Et donc là, j'ai juste mis une des captures du truc. C'est un résumé de comment fonctionne AES, avec les permutations, les phases de padding, de rotation, etc. Donc tout tient sur un petit carré, mais en fait, la page est ultra longue, il y a plein de petits carrés, et il y a vraiment le côté BD qui est très très sympa pour réussir à comprendre la philosophie des choses. Donc, je vous conseille d'aller le lire juste par curiosité, c'est vraiment sympa. Il y a des sujets que j'ai pas abordés, dont je n'ai pas parlé vraiment. Vous avez vu voir passer peut-être dans le hachage IV un endroit. Ça s'appelle un vecteur d'initialisation. Si vous faites de l'AES, si vous en avez fait, si vous codez un peu, vous avez dû filer un IV à votre algo parce qu'il est obligé. En gros, c'est le T0 de l'algo, il faut bien lui filer des données à manger. Donc en gros, c'est du random normalement pour pouvoir commencer. Le vecteur d'initialisation, on ne peut pas trouver de meilleur nom. Quand je parlais de hachage avec le MD5, il y a l'histoire de salt, de saler les mots de passe, ça doit vous parler à peu près. L'idée, c'est vraiment de rajouter de l'entropie pour éviter les rainbow tables, etc. Donc c'est un sujet que vous allez voir, vous connaissez peut-être. Je ne rentre pas dans le détail parce que on ne peut pas tout parler. PKCS, vous avez peut-être vu ces trucs-là, c'est les formats de fichiers, les formats d'échange, c'est les normes en fait. Public key, cryptographie standard. Il y a tout un tas de normes, je ne peux pas toutes les passer. Donc, à chaque fois que vous voyez ECC, c'est la fameuse cryptographie elliptique dont je parle, qu'on a vu en fait dans les exemples, mais je ne suis jamais rentré dans le détail. Là, je pourrais vous l'expliquer, mais sans les maths, je pourrais vous l'expliquer mal, et sans les maths, encore moins bien. Et enfin, PEM, vous l'avez forcément manipulé, c'est les begin, private key, etc. dans les fichiers texte. C'est les fichiers plats ou que vous vous envoyez quand vous envoyez votre SSH, RSA, idrsa.pub sur votre serveur, etc. Là. Donc ça, c'est juste un format. Et dans les sujets à vraiment approfondir, il y a globalement 3 gros aspects sur lesquels je ne suis pas rentré, parce que c'était un peu compliqué à faire rentrer. La forward secrecy, l'idée c'est de ne pas pouvoir, en ayant enregistré le trafic, rejouer l'échange. Diffie-Hellman garantit ça. L'idée c'est le ephemeral de Diffie-Hellman. On génère une clé qui en fait ne va pouvoir servir que pour cet échange. Voilà. La non-repudiation, c'est ne pas pouvoir dire que ce n'est pas moi qui ai envoyé un message. En gros, s'assurer vraiment de l'auteur et que l'auteur ne puisse pas se dénier. Ça ne veut pas être français, se dénier, mais bref. Et tout ce qui est key derivation, j'en ai pas parlé, mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, quand je vous dis on génère une clé, etc., en fait, on ne génère pas vraiment une clé, on redérive des clés à partir de clés. Donc, vous avez peut-être entendu parler de HKDF, etc., qui sont des protocoles qui permettent de faire ça, des algos qui permettent de faire ça. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, des retours, je suis preneur, largement preneur, comme je disais au début. Et voilà. Et sinon, dans tous les cas, il y aura des pizzas et des bières et tout ça, et peut-être des pizzas, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de questions, c'est parfait. Ah ouais, d'accord. Donc à la question quand arrivent les pizzas, on a la réponse. Quand le monsieur en scooter arrive. Ah, s'il est à pied, ça marche pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Sinon on peut juste discuter, hein, pas de souci. Que je veux bien les prendre en public aussi, il n'y a pas de problème. Rivest Shamir Adelman, en fait, je m'en rappelle maintenant. Sur quel accro? Sur lequel, tu saurais me dire? Enfin, quelle partie? Ah ok, d'accord. Ça?
Qu'est-ce qui t'aurait aidé, excuse-moi? Que ce soit écrit carrément?